Je vérifie, est-ce que ça passe? Apparemment, ça passe. Ok, super. Donc, normalement, sur la page, vous allez voir ça. Bonjour tout le monde. J'ai l'impression qu'on est déjà en ligne. Laissez-nous juste 2 secondes, le temps de régler 2 petits derniers détails techniques. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la publication. Marietou Ndehadi, tu la vois? Moi, je la vois. Alors, tu me l'as envoyé par WhatsApp, c'est ça? Ouais, non, je vais l'envoyer tout de suite alors. Donc, je récupère le lien. Hop. Voilà. Marietou aussi, je te l'envoie. Suzanne, tu m'as dit que tu l'as vu, c'est bon? En fait, c'est ma fille à côté qui s'occupe. Okay. Ah, toi, tu as des assistantes, assistants et assistantes. C'est super. Alors, hop. Je pense que c'est bon. Ouais, j'ai reçu aussi. Ok, super. Vous me dites quand c'est bon pour vous. Alors, vous me dites quand c'est bon pour vous. Pour moi, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ok, super, super, super. Bon, en tout cas, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, ce matin, ça fait un moment que j'avais envie de faire ce live dédié à la consommation locale, mais plutôt à la consommation locale du point de vue, en fait, des consommateurs. Comment aujourd'hui on accompagne les consommateurs à devenir de meilleurs locavores, c'est-à-dire des personnes qui consomment ce qui se produit à proximité de chez eux. Donc, toujours en fait dans cette dynamique des lives de On se parle car ça fait du bien. On voulait en fait, je voulais dédier un live à cette problématique et voir maintenant avec différents acteurs du domaine comment on peut donner en tout cas des solutions et structurer la manière dont on apporte des produits et des services innovants en termes de consommation pour les Sénégalais. Donc aujourd'hui, je suis avec Nehadi de Bewell, avec Chef Suzanne et avec Marietou de Etu Nature, mais je vais les laisser se présenter elles-mêmes et nous dire qui elles sont et qu'est-ce qu'elles font et surtout qu'est-ce qui les fait se lever le matin. Alors, qui se lance? Nehadi, vas-y. Alors, bonjour à tous. Bonjour à Chef Suzanne, Marietou et Seynabou. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent ce midi. Je m'appelle Ndeye Khadija. Je suis nutritionniste de formation et ingénieure en agroalimentaire. J'ai travaillé pendant plusieurs années pour des multinationales dans le domaine pharmaceutique et alimentaire. Et j'ai créé le cabinet de coaching en nutrition, santé, bien-être et en éducation à l'alimentation qui s'appelle Bewell Coaching, qui vient d'avoir 3 ans. Super. Et on évolue. Pardon? Le temps passe vite, hein? C'est dingue. Mais oui, ça passe vite. On aurait bien voulu fêter ça, mais Corona oblige. Oui. Voilà. Et donc, on est dans le coaching, dans l'accompagnement, dans l'éducation des populations à mieux manger pour mieux vivre, en résumé. Voilà. Oui, et moi, en fait, j'ai suivi un peu ce switch-là il y a quelques années. Et je dis, non, comment tu peux quitter une multinationale comme ça pour aller vendre du dougoub et du machin, je sais pas quoi, là, à des gens. Mais voilà. Ça.
Je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus. Donc, chez Suzanne. Okay. Bonjour à tous. Je m'appelle Suzanne. Je suis chef de cuisine depuis maintenant une trentaine d'années. Je suis mère de 3 enfants. Et il y a 6 ans de cela, j'ai décidé de venir vivre au Sénégal où j'ai ouvert une maison, une table d'hôte et je donne des cours de cuisine. Mais au départ, quand je me suis installée, en fait, je ne me rendais pas compte de la difficulté de... J'ai voulu faire une cuisine comme celle que je faisais en Belgique. Ouais. J'ai vite rendu compte que ce n'était pas possible, surtout dans le village où j'habite. Et après, j'ai commencé à utiliser les produits locaux. Un jour, je me suis dit, bon, aujourd'hui, je vais préparer sans quitter le village. Je suis allée au marché et la boutique à côté. Et de fil en aiguille, c'est devenu un plaisir. Et comme ça, j'ai commencé à créer des produits, enfin, mais par contre, j'aime créer des produits qui sortent de l'ordinaire. J'aime choquer, j'aime provoquer, j'aime... Ça, on aime beaucoup faut ça. faire ça, ça et ça. Non, Et ça, et on va y revenir en détail. Et j'ai cru comprendre que tes enfants sont tes premiers cobayes. Donc, voilà, merci en tout cas, chef Suzanne, d'être avec nous. Marietou, on t'entend pas, ton micro? Tu m'entends? Oui, c'est bon. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour Nehadi, bonjour chef Suzanne et Seynabou aussi. Merci de m'avoir invité sur ce live. Et comme je suis Marietou Diouf, la fondatrice de l'entreprise qui s'appelle Etou Nature. Etou Nature, nous valorisons les produits naturels depuis 2013. Et voilà, je suis rentrée du Sénégal aussi, du Canada. Oui. Et pour en fait me reconvertir dans tout ce qui est transformation cosmétique et alimentaire. Donc, j'étais dans le monde de la finance. J'ai tout laissé tomber pour revenir au Sénégal pour vraiment vivre de ma passion, comme on dit. Donc, depuis presque 7 ans que je fais ça. Et nous valorisons à travers Etou Nature des produits naturels, comme je disais, alimentaires. Lorsqu'on parle d'alimentaire, c'est des produits comme le baobab, le moringa, l'hibiscus. Si vous ne connaissez pas le baobab, c'est le bouille de chez nous. Le moringa, c'est le nebedaï. Et pas mal de produits, des produits locaux. Et la partie cosmétique, ça va être des huiles, toujours à partir de ces plantes-là ou de ces arbres-là, le baobab et autres. Et on fait aussi des savons. On essaie vraiment de valoriser les produits du terroir, comme on dit, à travers Etou Nature. Etou Nature est à Dakar. On a une boutique à Dakar. On vend en ligne. On fait des foires sur le plan national. Et je représente aussi le Sénégal pas mal à l'international pour vraiment faire la promotion du Made in Sénégal local. Donc, en gros, c'est ça. Merci beaucoup, Marietou, en tout cas. Et pareil, moi, j'ai vu en fait l'évolution d'Etou Nature avec beaucoup d'innovation. Et ça m'a fait sourire en ce moment quand on parle beaucoup d'Artemisia. Et donc, ça, c'est la petite parenthèse, hein, n'est-ce pas? Donc, voilà, tu dois aussi sourire dans un coin chez toi. Mais voilà, tu as apporté beaucoup d'innovation et beaucoup aussi de modernité à ce domaine-là en termes comment dire, de distribution des produits. Donc ça aussi, on va y revenir aussi. Alors, donc, comme je disais, ce live, moi, j'ai voulu le consacrer justement à comment on aide en fait les consommateurs sénégalais à devenir des locavores. Donc, parce qu'aujourd'hui, un des constats effectivement de la crise du coronavirus, c'est qu'on voit en fait les limites de la consommation où on est de notre consommation, nous, sénégalaises, qui est très dépendante des produits importés. Et aujourd'hui, pour donner juste pour donner la définition de c'est quoi le locavorisme, c'est en fait des gens qui prennent une consommation de la nourriture produite dans un rayon de 100 à 250 km maximum autour de leur domicile. Donc ça, c'est vraiment de manière très simple des gens qui ont décidé de manger ce qui est disponible autour de chez eux. Mais quand je dis disponible, c'est ce qui est produit. Pas juste en fait le produit importé qui est à la boutique, mais le produit en fait qui est, quelque chose qui est produit en tout cas localement et qui est disponible dans un rayon très restreint de son lieu d'habitation. Donc c'est ça un peu le locavorisme. Donc c'était ça moi le contexte que je voulais donner à ce live. Donc on va aller un peu plus dans le détail, mais je voulais d'abord que vous m'aidiez peut-être un peu plus comprendre aujourd'hui le nouveau type de consommateur sénégalais qu'on a. Ce Sénégalais-là, qu'est-ce qu'il consomme? Parce que mine de rien, en fait, il y a des années et des années, on était déjà des locavores parce qu'on mangeait ce qui était, en fait, les dañuy doon bay dundee, en fait.
l'ignore, en fait, ce qui était de saison, on le mangeait. C'est comme ça que, en tout cas, moi, mes souvenirs de mes grands-parents, etc., c'était un peu ça que j'ai reçu comme héritage, mais qu'on a perdu. Mais aujourd'hui, les Sénégalais, qu'est-ce qu'ils mangent? Comment ils consomment? Alors, si je peux peut-être me lancer, je vais peut-être me baser sur les feedbacks que je reçois des clients que je coach. Puisque pour leur établir un programme qui soit de rééquilibrage alimentaire ou de perte de poids, etc., on se base sur ce qu'ils ont l'habitude de manger. J'aime à leur dire, je n'ai pas besoin de vous faire une alimentation exclusive brocoli si vous détestez ça, ou niébé pour parler plus local, comme on en parlait tout à l'heure avec Chef Suzanne, si vous n'aimez pas ça. Donc, on essaye de partir de ce qu'ils mangent et c'est ça qu'on va améliorer. Moi, je constate, c'est une sorte de mix. Il y a une espèce de mixité entre des produits locaux et des produits peut-être plus étrangers. Au niveau des produits locaux, il n'est pas rare, par exemple, que le matin, les gens me disent régulièrement, moi, je consomme mon bol de fondé le matin. Ou bien, je mange des beignets de dougou. Donc, je vois que le mil, les céréales locales, en tout cas, ont une place assez importante dans encore l'alimentation des Sénégalais. Quand on va regarder ce qu'ils consomment le midi, ça va être beaucoup de riz. Il y a des adeptes du riz importé, mais il y a vraiment des adeptes de plus en plus importants du riz local, du riz de la vallée, etc. Et par exemple, le soir, ça va être beaucoup des plats à base de sauce, accompagnés du pain, du fameux pain qui est vraiment très, très cher aux Sénégalais, bourrou à fond. Et, que tous les sarènes ont fini sur le marché. Si. Putain, les sarènes ont pris tout le pain du Sénégal. Désolée, c'était trop facile. Non, je t'en prie. Et donc, voilà, donc il y a une espèce de mixité. Et de l'autre côté, ils vont consommer beaucoup de blé, donc au niveau du pain, mais aussi au niveau des pâtes, effectivement. On consomme du couscous, des vermicelles, des spaghettis. Ça a vraiment une place très, très importante. Donc, ce que je constate, moi, en tout cas, au niveau de la clientèle globale que j'ai avec les personnes avec lesquelles j'interagis, c'est cette mixité-là. Au niveau des céréales locales, c'est vrai. Fruits et légumes locaux, effectivement, aussi pour la plupart, parce qu'on aime plutôt aller au marché, plutôt avoir des produits frais, plutôt que forcément aller à Auchan, par exemple, ou prendre des produits surgelés importés. Voilà. Et de l'autre côté, on a quand même une place assez importante qui est dévolue aux produits importés, peut-être parce que par curiosité, à un moment, on s'y est intéressé et on a fini par les intégrer à notre alimentation. Ok. Moi, je pense que c'est ça, ce que vient de dire Khady, c'est assez important parce que moi, je pense qu'il y a un moment donné, les Sénégalais, les produits locaux, ce n'était pas une priorité, je vais dire. Ce n'est pas une priorité. À part, par exemple, tout ce qui est céréales, ça, c'est ancré chez nous. Chaque dimanche, on mange soit tout ça. C'est ancré. Mais en dehors de ça, il y a deux sortes en fait. Moi, je sais que ça fait 7 ans que je fais ça. Au début, lorsque j'ai ouvert, les gens me disaient des produits locaux, non, nous, on veut pas, voilà. Parce que c'est juste de l'incompréhension, ou bien ils ne comprenaient pas en fait c'est quoi les produits locaux. Déjà, c'était pourquoi, parce que bon, peut-être nos grands-parents l'utilisaient, mais nous, avec tout ce qui est produits importés, on était habitués à utiliser ces produits importés et à délaisser nos produits locaux. Et déjà, du coup, les gens ne savaient plus comment cuisiner ces produits. Ou même, si tu donnes l'exemple, par exemple, aujourd'hui du fognon, actuellement, les gens ne savent pas comment cuisiner un bout de fognon. Et c'est juste, en fait, juste les aider à apprendre les techniques, les manières d'utiliser ces produits-là. Et ça fait que la tendance est plus vers les produits importés, parce que, bon, peut-être il y a l'explication, c'est plus facile, ils sont habitués à faire que les produits locaux. Mais depuis quelques années quand même, ça c'était au début peut-être plus de 5 ans, mais depuis quelques années, les gens commencent à se retourner vers le naturel. Pourquoi? Parce qu'on parle des produits bio, on parle des produits naturels. Et on constate aussi beaucoup de maladies liées peut-être à l'utilisation des produits importés. Et forcément, qui parle de maladies, parle de santé, les gens regardent plus leur santé maintenant lorsqu'ils mangent que de dire « Ok, je mange juste pour manger, pour me faire plaisir ou parce que j'ai envie de manger quelque chose qui vient d'importer. » Et forcément, qui est un produit importé. Donc forcément, le regard a changé par rapport à peut-être il y a 7-8 ans, par rapport aux produits locaux. Maintenant, ils veulent introduire, même si c'est difficile, ils veulent introduire maintenant de plus en plus ces produits locaux dans leur alimentation normale,
Maintenant, c'est à nous, notre défi aujourd'hui, c'est de leur montrer comment faire et par quelle occasion, par quel moyen de faire. Voilà. Tout à fait. Et chef Suzanne, oui, tu me disais tout à l'heure ton constat par rapport à où tu habites, je ne sais pas si tu peux me permettre de le dire, à Toubab Dialaw. Et tu m'expliquais en fait les modes de consommation des personnes qui habitent là-bas, notamment dans le village. Les gens consomment beaucoup de pâtes, surtout beaucoup de pâtes et de pain qui n'ont aucune valeur nutritive. C'est un de mes constats, mais je me rends compte aussi que c'est seulement une certaine classe sociale, en fait, qui s'intéresse aux produits locaux. Pas tout le monde. Souvent, quand vous proposez par exemple, pour ma part, je prends mes gâteaux niébé chocolat, les gens sont vraiment choqués. Ils me regardent, c'est bon ça, souvent, je dis, goûte d'abord, essaye avant de dire. Moi, je suis arrivée à cette cuisine-là parce que moi-même, je souffre de la drépanocytose. Et ça a été le seul moyen pour moi d'avoir de maintenir une bonne santé. Tout à fait. Tout à fait. Et tu me parlais justement qu'en fait, il y avait aussi il y avait un effet très, on va dire, un peu lavage de cerveau où en fait, dans certaines couches de la population, notamment dans le village, c'est plus manger des pâtes ou avoir un certain type d'alimentation. Pour eux, c'est un signe de modernisme aussi. Mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand j'ai des réservations pour ma table d'hôte, souvent je demande si c'est des Sénégalais ou des Européens, parce que si c'est des Sénégalais, je stresse un peu plus parce que quand vous présentez des taboulés à base de centrale ou de la vinaigrette à base de bissap, je te dis, oh mon Dieu, est-ce qu'ils vont aimer? Donc, je suis obligée de travestir tout ça, d'y amener beaucoup de couleurs. Et en ce moment-là, tout le monde mange. À partir de ce moment-là, tout le monde mange. Et seulement à la fin, je dévoile ce que c'était. Mais sinon, au départ, c'est surtout les Sénégalais qui sont résistants à ces plats-là. Oui. Et donc, quelque chose de très intéressant dans ce que Marietou et Suzanne viennent de dire. Oui. C'est comme si on avait une espèce d'inversion maintenant de la tendance. Je pense qu'avant, une frange de la population aurait mangé du niébé parce que c'était accessible à leur poche. Et donc, il y avait une autre frange qui avait un peu plus les moyens, qui était intéressée par d'autres produits. Ouais. Maintenant, c'est cette frange qui a un peu plus les moyens, économiquement un peu supérieurs, qui fait le retour vers ces produits locaux, mais valorisés, comme elle l'a dit, avec ses sauces, ses tartines, etc. Et qui va être en recherche, en fait, de cette innovation-là, de cette valorisation de nos produits locaux, en ayant aussi compris la supériorité nutritionnelle de ces produits par rapport à d'autres produits qu'on avait finalement commencé à consommer en espèce de grande consommation. Et finalement, cette frange de la population qui, elle, avait peut-être moins les moyens, qui mangeait ça de manière un peu plus classique parce que c'était plus accessible, a une espèce de banalisation un peu de ces produits-là. Bon, c'est quoi le niébé? Franchement, nous, on en a mangé depuis qu'on était petits. Donc, il va vouloir, elle, aller manger des produits un peu plus sophistiqués. Donc, j'ai l'impression qu'il y a complètement un espèce de retournement de situation. Oui, c'était ça ma prochaine question d'ailleurs, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'avant, en fait, on avait grand plaisir d'aller acheter son nambé le soir, c'était vraiment ça, ou d'aller acheter ses cacahuètes grillées quand c'était la saison des arachides. Voilà, on avait vraiment un lien très, très fort par rapport à certains types de produits, de savoir que c'est la saison des danks, des machins. On avait nos propres snacks, en fait. Et on avait un certain type d'attachement à nos produits, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait, du jour au lendemain, en fait, ces produits ne sont plus devenus, en fait, entre guillemets, sexy, en fait. Moi, je pense que la colonisation aussi y est pour beaucoup. Ouais. Oui, la colonisation y est pour beaucoup. On nous a imposé des produits et maintenant, on pense que c'est des produits traditionnels. Oui, alors que ce n'est pas de chez nous. En Casamance, quand j'ai dit que le riz n'était pas Diola, mais il me sautait dessus. Comment ça, c'est pas? J'ai dit, mais non, c'est pas Diola, c'est la France qui vous l'a imposé. Ouais. Et maintenant, on est tout fiers de dire, nous, les Diola, le riz de la Casamance. Mais au départ, c'était le mil. Oui, tout à fait. Quand on est malade ici, on nous donne du lahou djahan, lahou bissap. Mais pourquoi attendre jusqu'à être malade pour manger du lahou? Il faut le manger régulièrement. Régulièrement pour ne pas tomber malade, justement.
Et c'est pas cher, c'est tout ce qu'il y a dans ce plat-là est pas cher. On peut le garder, ça se garde, surtout actuellement. Tout à fait. Tout à fait. Non, effectivement, on a acquis un certain niveau je ne sais pas, Marie, tu voulais dire quelque chose, mais des modes de consommation très liés aussi à notre histoire. Voilà, c'est ça en fait. Je pense que, comme disait chef Suzanne, c'est la colonisation qui a fait qu'aujourd'hui, on a délaissé nos produits locaux pensant que c'était des produits qui ne sont pas de bons produits pour aller se tourner vers des produits qui nous ont imposés, je pense, naturellement, en pensant que les produits qui viennent d'ailleurs, c'est de bons produits et les produits locaux n'étaient pas de bons produits. Et sachant qu'il n'y avait pas, en fait, comme je disais, au niveau même étatique, des mesures, en fait, pour inciter les gens à consommer nos produits. Et forcément, on est plus tenté vers les produits importés. Mais la tendance a vraiment changé parce que quand on parle de produits, on parle de naturel. Et du coup, comme maintenant, on est à l'ère du naturel, forcément, ce que disait Hadi, c'est ça. Et voilà, la santé est là. Il faut prendre, si on va être en bonne santé. Et du coup, les gens reviennent. Mais c'est drôle, en fait. Les personnes qui étaient parties plus vers les produits importés reviennent. Et justement, les femmes qui étaient vraiment dans le produit naturel sont en train d'aller vers les produits importés pour en fait montrer le côté de classe sociale. Aujourd'hui, on peut se permettre d'acheter ces produits-là, alors que franchement, c'est pas ça. Voilà. Mais en fait, bon, moi, je vois quand même qu'il y a deux sons de cloche par rapport à ça. Effectivement, on a l'impression qu'il y a un réveil d'une certaine classe de la couche de la société qui se dit aujourd'hui, voilà, il faut aller vers un certain type de consommation. Mais moi, ce que j'entends beaucoup aussi, c'est que c'est compliqué. Et d'ailleurs, on vient d'avoir un commentaire qui dit que oui, consommer local, c'est compliqué. Mais c'est quoi, en fait, ces résistances? Je ne sais pas. Pourquoi les gens ont cette approche de le consommer local, c'est compliqué? Pourquoi il y a cette résistance? À la base, il y a des biais, cette espèce de biais culturel dont Marietou parlait maintenant. Un des freins que je vois, c'est ça. C'est-à-dire que quelque part, consommer local, ça ne fait pas très classe. Ça ne montre pas que j'ai les moyens. Hein. Si moi, je ne me nourris que de fognon, de mil, de bouillie et de moringa, je ne mange que des produits sénégalais. Je n'ai pas les moyens d'accéder à des produits importés, par exemple. Ça veut dire que je ne suis pas in. Je suis pas. C'est un signe de réussite, en fait, finalement, de pouvoir consommer. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on a switché de nos bouillies de fondé au bourreau, pain tartiné à plein de choses là. Et on s'est retrouvé otage quelque part de ce pain à base de blé. On a vu que toutes les campagnes qui ont été faites par le gouvernement, notamment pour pousser les gens au consommer local, le PAMI blé, je me rappelle de ça il y a quelques années, des pains à base de mil, à base de maïs. Une partie de la population s'y intéresse, est en recherche de ça, mais il y a encore énormément de réticence. Les gens veulent aller chercher leur baguette classique à la boulangerie. Et on le voit en ce moment. Mais ça, c'est quand les boulangers menacent d'aller en grève, c'est panique générale au Sénégal. C'est demain, qu'est-ce que je prends pour mon petit déjeuner? Comme s'il n'y avait pas d'alternative. Et donc, pour moi, ce biais culturel, social, il est là. Après, notre frein, c'est où trouver les produits. Parfois, c'est pas forcément simple. Je sais que voilà, des gens comme Marietou ont vraiment aidé à vulgariser certains produits, à les rendre beaucoup plus accessibles. Je connais sa boutique qui est à Liberté 5, j'y vais assez régulièrement. Mais pour d'autres, c'est où est-ce que je peux trouver ces produits? Souvent, il faut aller dans des foires ou des salons où ces femmes, ces GIE vont venir exposer leurs produits. Et c'est là qu'on va essayer de prendre un maximum et de faire un petit peu de stock. Donc, ce n'est pas toujours facile à trouver. Ensuite, maintenant, les femmes, notamment, je vais mettre l'accent sur elles n'ont pas le temps. Donc, elles cherchent quelque chose de plus pratique. Aller acheter le pain à la boulangerie et venir faire une tartine, c'est beaucoup plus facile que de devoir se lever un peu plus tôt pour préparer le fondé. Alors, il y a le côté, voilà, donc c'est vite fait, on a tartiné, on a donné aux enfants, ils ont mangé pour le petit déjeuner. Si je dois préparer la bouillie, il faut que je la prépare avant. Donc, il y a ce côté pratique aussi dans la fabrication qui peut-être pousse à opter pour d'autres options et ne pas vouloir aller tout de suite vers quelque chose de local, une de nos céréales locales. Il nous faudrait peut-être des céréales instantanées que je pourrais juste dissoudre finalement dans un flocon de mil que je vais dissoudre avec de l'eau chaude. Et puis, si j'ai mangé en deux minutes, ça, ce sera beaucoup plus facile
plutôt que de devoir aller préparer carrément la bouillie. Ça c'est par exemple certains freins. Oui, c'est clair. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai voulu qu'on parle de chaîne de valeur, parce qu'aujourd'hui, on a effectivement une disponibilité de produits bruts qu'on produit au Sénégal. Tu as parlé de moringa, de bouille, de sancal et tout ça, tout ça. Mais aujourd'hui, en fait, c'est qu'on voit qu'en bout de chaîne, le produit en fait fini n'est pas en fait ne correspond pas à l'attente du consommateur et ne s'adapte pas à son mode de vie. C'est ça aussi en termes de. C'est pour ça que je voulais qu'on parle aussi de chaîne de valeur. Et aujourd'hui, où est-ce que se situe justement cette problématique au niveau de la chaîne de valeur? Parce que moi, je ne vais pas attendre en fait qu'il y ait une foire pour aller acheter certains types de produits. Moi, souvent, je suggère aux mamans, par exemple, moi personnellement, je prépare une fois par semaine du lard ou du riz, je le mets au frigo et dès que je me lève le matin, je prends 2 cuillères de riz, je mets dans mon mixeur, je mets des fruits, je mets du jus de bissap, je mixe et je bois. Et vous avez un petit déjeuner complet. Et si vous voulez après rajouter un œuf dedans, et voilà. C'est en 5 minutes. Non, c'est ça. C'est-à-dire que c'est effectivement, comme tu dis, Suzanne, c'est ça, en fait, je pense, qui manque sur la chaîne de valeur. C'est comment aujourd'hui on adapte tous ces produits-là au mode de vie. Voilà, de la maman pressée, de la maman qui travaille. Comment aujourd'hui on arrive à ça? Je pense que ce que tu viens de dire, c'est vraiment important, dans le sens que comme tu parles de chaîne de valeur, en fait, ce qui se passe actuellement, lorsqu'on dit chaîne de valeur, ce n'est pas identifié, je veux dire, au Sénégal. Par exemple, toutes les bonnes femmes là, qui sont vraiment braves, que je remercie tout le temps, qui sont dans les villages, dans les coins reculés, on les apprend, en fait, elles ont appris à transformer peut-être le mil, d'accord, le basique. Et du coup, l'idée de ces femmes-là, c'est de pouvoir nous vendre, par exemple, à nous qui transformons, ou bien à Suzanne, ou bien à Hadi, de voir comment aujourd'hui adapter ces produits-là qui viennent de chez elles pour que ce soit plus facile aujourd'hui à utiliser. Comme on vient de dire, par exemple, moi, je transforme, par exemple, la rubissap, qui est le mourban, et je sais que c'est compliqué à faire. Je sais qu'il faut beaucoup d'éléments pour faire le larbissap, alors qu'aujourd'hui, si Etou Nature vous propose un produit fini, les gens vont venir juste l'acheter et en 30-40 minutes, tu as ton larbissap. Comme tu dis, il faut trouver des moyens simples, efficaces, faciles à nos consommateurs aujourd'hui pour leur donner accessible ces produits-là. Parce que si on te demande de prendre le mil, d'aller au marché, de le piler, de faire tout ce tralala, aujourd'hui, les femmes actuelles n'ont pas le temps forcément de faire tout ça. Ou même de faire le haraou. Moi, je sais que j'avais appris lorsque j'étais petite, mais je ne veux plus me dire que je vais le faire maintenant. Donc, il faut chercher des moyens. Mais au moins, avec la transformation du mil, on a coupé l'étape-là d'aller au marché. Mais il reste toujours des améliorations à faire. Quelqu'un qui veut manger son lard, est-ce qu'on peut lui produire un lard déjà prêt, peut-être dans 10-15 minutes, le mettre au micro-ondes ou bien rapidement en express, quoi, le manger rapidement. Ça, c'est à nous, en fait, de travailler sur la chaîne de valeur, c'est-à-dire de la production jusqu'à la consommation du produit, sachant qu'aujourd'hui, il y a tout. Il y a des gens qui produisent, il y a des gens qui transforment, il y a des gens qui commercialisent. Et aujourd'hui, avec Suzanne, avec ses produits locaux, voilà, elle peut les rendre vulgarisés de telle sorte qu'aujourd'hui, les gens vont savoir, OK, je peux manger le mil comme ça, je peux manger le fonio comme ça, je peux manger le bouilli comme ça. Et avec des plats, avec des restaurants, voilà, adaptés à nos produits. Oui, moi, mon objectif, c'est de m'adresser aux femmes, à toutes les femmes, celles qui ont les moyens et celles qui n'ont pas les moyens. Bon, le matin, vous avez le mil, même qui n'est pas encore transformé en farine. Avec le mil, vous faites une sorte de paella. C'est vite fait. C'est pas besoin de le transformer forcément pour pouvoir en faire un produit final. Surtout pour les enfants, pour lutter contre cette dénutrition aujourd'hui. Moi, personnellement, c'est mon combat. Dans ça, je pense que Suzanne a raison. Je pense qu'il y a aussi un accent très fort, sans vouloir déjà empiéter sur les solutions, à vulgariser davantage. Rendre l'utilisation facile, certes, mais aussi montrer aux gens comment ils peuvent se débrouiller avec ce qu'ils ont à la maison. Et ça, comme tu le lui suggérais tout à l'heure, qu'il fallait qu'elle publie plus de contenu, qu'on la voit plus et tout, je pense qu'elle a un rôle vraiment déterminant à jouer dans la promotion du consommé local
par les démonstrations. C'est-à-dire, vous avez ouvert votre placard ce matin, voilà ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Un truc extraordinaire avec des moyens du bord vraiment, vraiment minimes. Je pense que là, il y a aussi quelque chose. Parce que vous serez étonné de tout ce qu'on peut faire juste avec le bissap. Vous n'avez pas les moyens. Vous prenez le bissap, une petite compotée, vous mixez et c'est fini. Ouais. Non, c'est clair. Moi, je pense qu'en fait, peut-être le seul dernier maillon qui reste pour compléter ces chaînes de valeur, c'est, on va dire, l'étape, il manque un petit soupçon d'innovation sur, en fait, les produits, la manière, en fait, en termes de valeur ajoutée, comment ils sont transformés. On parle souvent aussi de l'expérience aussi du consommateur. Comment le consommateur aujourd'hui, il accède à ces produits-là? Est-ce que cette expérience, elle est sympa? Est-ce qu'aujourd'hui, l'expérience en fait que le consommateur a des produits locaux, c'est pas en fait un circuit très poussiéreux dans une foire, machin, etc. Et est-ce que le consommateur n'a pas envie d'avoir un circuit, une expérience beaucoup plus sympa avec des lieux d'achat beaucoup plus aussi sympas? Je sais que Amina Diagne parlait de ça, de marketing olfactif. Aujourd'hui, en fait, quand tu vas dans la grande distribution est très fort pour ça. Quand tu vas aller dans un rayon de boulangerie, de grande distribution, ça sent le pain. Et dès que tu sens ça, tu as envie de l'acheter. Et est-ce qu'aujourd'hui, en fait, on est allé jusqu'à ce niveau-là où on va quand on va acheter ces produits-là, on a certaines senteurs qui font que aussi on a envie d'acheter? Est-ce que quand on rentre dans un endroit, est-ce qu'on a des odeurs olfactives de, je sais pas moi, d'un bon gourban ou d'un bon lard qui fait qu'en fait, voilà, on a tout de suite envie d'acheter les produits qui vont avec. Donc, parce que le marketing, en fait, le comportement du consommateur est très complexe, hein? C'est hyper complexe et ça, les marketeurs l'ont compris et je pense que c'est peut-être cette dernière chose-là qui manque chez nous sur les produits que nous mettons en fait sur le marché, ce soupçon-là des comportements du consommateur pour faire adhérer un peu plus les gens aux produits. Okay. Donc, lorsque tu parles de foire, d'événements, je pense que je suis un peu touchée par rapport à ça de marché, sachant qu'il faut savoir que, bon, toi, tu dois le savoir et d'autres, hein, il y a pas mal de marchés depuis quelques années pour permettre aux gens d'avoir accès à ces produits-là. Et voilà, et beaucoup de boutiques hein, qui sont en train. Il faut savoir qu'il y a peut-être 3, 4, 5 ans, il y avait des boutiques de produits locaux, dédiées aux produits locaux, qui étaient ouvertes, mais qui ne marchaient pas du tout. Parce qu'en fait, dans ce temps-là, les gens ne voulaient pas juste acheter des produits locaux dans une boutique. Mais depuis quelques années, avec tout ce qu'on parle de naturel, de plus en plus, on voit beaucoup de boutiques. Moi, par exemple, d'expérience, ça fait au moins 6 ans que j'ai ma boutique. Maintenant, les gens viennent me dire, OK, on ne savait pas que tu étais là. Oui, franchement, nous, on cherchait ces produits-là. C'est parce que, voilà, parfois, les gens cherchent, ne trouvent pas. Et maintenant, même les grandes surfaces commencent à vendre nos produits. Mais le problème, comme tu dis, Seynabou et tout le monde, hein, c'est d'adapter nos produits à nos consommateurs. Voir aujourd'hui un produit X, comment on peut le rendre plus attractif, comment on peut le rendre en fait que waouh, les gens vont découvrir. Par exemple, moi, dans le marché, ce que je fais déguster mes gourbanes et les gens me disent waouh, et ça se vend rapidement parce que sans dégustation, le problème aussi de nos foires, de nos événements, c'est ça. Nos bonnes dames là, je m'excuse, mais elles vendent le produit fini sans pouvoir expliquer, sans pouvoir en fait montrer derrière le produit fait quoi, le produit, quel goût a le produit. Donc forcément, comme j'aime bien Sylvie qui dit croquer un jour, craquer pour toujours. Donc, Sylvie Sagbo, elle fait déguster ses produits. Et du coup, forcément, les gens vont acheter tous ces produits. Mais si tu as un produit emballé, on ne te connaît pas ni d'un ni d'elle, on voit un produit qui vient d'X sans la confiance. Il y a un problème aussi de confiance au Sénégal. Et cette confiance, ça s'acquiert sur l'année. Hein. Moi, ça fait quand même 7 ans que je suis là. Et peut-être les gens maintenant me connaissent parce que bon, j'ai fait beaucoup de choses depuis. Mais si tu viens débarquer sur un marché qui est là, même si c'est un marché de niche, mais si tu ne peux pas déguster tes produits, les gens ne peuvent pas connaître quel genre de produit, n'a pas de traçabilité aujourd'hui sur tes produits, forcément, il y a l'inquiétude. Même si tu fais un bon produit, on ne va pas l'acheter. Tout à fait. Donc, et chef Suzanne, tu en parlais tout à l'heure, hein, avant qu'on commence, tu parlais de cette question de confiance aussi. Même toi, en tant que professionnel, pour acheter un certain type de matière première.
Moi, en général, j'achète la matière première brute et je fais moi-même la transformation parce que je n'ai pas confiance, justement. J'ai l'impression ici, il n'y a pas de service qui contrôle cette traçabilité. En fait, personnellement, en tout cas, je préfère acheter le produit brut et je transforme de bout en bout. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de produit qui me satisfait, en tout cas. OK, Et pour dire que Seynabou, ce qu'elle Oui. dit, c'est quand même, moi je veux dire, c'est quand même important parce qu'elle, elle se positionne comme acheteur dès l'instant qu'elle se dit, franchement, elle n'est pas sûre de la traçabilité, alors qu'aujourd'hui, hein, il y a la traçabilité, il y a les freins, il y a tout ce qu'il faut derrière, mais je pense qu'il y a un problème de communication. Il y a un problème de communication derrière qu'il faudrait que, aussi sensibiliser les gens que le produit est là, mais il y a une traçabilité derrière, il y a des numéros freins, des autorisations avant de pouvoir vendre ces produits-là. Tout à fait. Ce que je voulais rajouter aussi, c'était que parfois, il y a la méconnaissance en fait de la valeur des produits. Donc moi, je ramène toujours peut-être un peu les choses sur le volet nutritionnel. Mais si on ne m'a pas expliqué qu'est-ce que le mil pouvait m'apporter, si on ne m'a pas expliqué que, par exemple, comme chef Suzanne, je suis intolérante au gluten et que le mil, c'est une céréale sans gluten, que le fonio, c'est une céréale sans gluten, moi, je ne crois pas du coup qu'il y a des alternatives locales aussi. Qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais aller acheter des produits importés, étiquetés, sans gluten. Sans gluten, ouais. Donc, il y a ce travail qui revient à la communication et aussi au marketing. Je parlerai là peut-être de marketing nutritionnel, où c'est comment finalement vendre le produit en vantant ses mérites. Quand on a voulu, nous, commencer à être justement dans la distribution de ces produits locaux-là, on a dû faire pas mal de recherches bibliographiques. Et ce n'était pas facile parce que les données ne sont pas toujours accessibles. Elles sont assez éparses parfois. Il faut aller rencontrer un monsieur tel qui travaille dans un centre où il faut un peu de recherche sur tel ou tel domaine et collecter comme ça des informations pour finalement, quand on va vendre maintenant ces produits-là, mettre en avant les aspects nutritionnels, mais vérifier. Parce qu'il ne suffit pas non plus d'aller taper sur Google et de copy-paste ce qu'il y a là-dessus, parce que là, je peux te dire que vraiment, on raconterait beaucoup de bêtises à nos consommateurs. Et donc, c'était aussi important, je pense, de mettre en avant tous ces aspects nutritionnels. Quand les gens sont profondément, comment dire, quand ils ont bien compris ce que cet aliment peut m'apporter, je pense qu'ils y vont. Le bouilli, aujourd'hui, on le consomme au Sénégal pour son goût, parce que de tradition, c'est là, on l'utilisait plutôt pour faire du jus de bouilli. Mais maintenant, quand les gens ont compris ses vertus, ils vont le mettre dans des smoothies. Donc, on fait des smoothies parce qu'on est un petit peu, voilà, sur une certaine tendance, etc. Mais on va aller prendre une cuillerée de bouillie qu'on va mettre dans ces smoothies pour se donner un extra boost de vitamine C ou de fer ou autre chose. Idem, le moringa qui aujourd'hui est disponible sous forme de poudre, on a les feuilles, etc. Comment on l'utilisait avant? Nos mamans, elles ont préparé du mboum à la maison, du tiremboum, la sauce mboum qu'on pouvait accompagner de différentes choses. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais prendre aussi, pareil, une cuillerée de moringa que je vais faire infuser ou je vais aller l'acheter chez Etou Nature pour le faire infuser et le boire en tisane, ou bien je vais juste le saupoudrer sur mes aliments pour me donner de l'extra nutrition quelque part. Donc, quand les gens sont assurés maintenant du bien fondé de ces aliments-là et de tout ce que ça peut leur apporter, moi, je vois qu'il y a cette résistance-là, elle chute un peu et au contraire, ils sont intéressés à essayer. Tout à l'heure, on a parlé du fonio, par exemple. Depuis peu, on le commercialise, nous, sous forme de haro. Chaque fois que j'en parle, les gens me disent « haro de fonio ». Je dis « oui ». Si on est capable de faire du haro de mil ou du haro d'autres n'importe quelle farine. On a de la farine, on peut faire du haro. Et oui, c'est vraiment très bon. Donc, alors du coup, après, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de vulgariser. Je fais un cake à la farine de fonio, je publie pour que les gens voient, je peux utiliser ça à la place d'une partie de la farine, etc. Ou bien je vais prendre le haro, du coup, ça va remplacer mon fondé à base de mil et je vais pouvoir le préparer de la même manière. Donc, ça va être extrêmement important. Et je pense qu'il y a ce volet marketing intermédiaire qu'il faut qu'on crée quelque part. Parce que si la femme transformatrice, tu parlais tout à l'heure d'innovation, un des grands principes de l'innovation, pour faire de l'innovation, il faut faire preuve d'empathie. Je dois me mettre à la place de mes futurs utilisateurs. Tu te dis bien que cette dame-là, elle va pas se mettre à ce niveau-là. Il faut que quelqu'un au milieu se mette à la place du consommateur et dise, OK, qu'est-ce que je vais attendre? Comme tu disais, il faut que ça sente bon, il faut que ça goûte bon, il faut que ça soit joli à voir, comme disait tout à l'heure chef Suzanne.
Et c'est ça qui va faire que ça va driver aussi la transformation pour qu'au final, on puisse donner au consommateur un produit qui va pouvoir répondre à ses attentes. Tout à fait. Et en commentaire, on me parle de Niébeflex à la place des cornflakes, par exemple. Mais c'est tout bête. Mais aujourd'hui, en fait, on a déjà peut-être en fait un certain nombre de principes marketing qui sont déjà disponibles et qu'il suffirait juste de surfer en fait dessus. Moi, je vois par exemple, on en reparle, comment dire. Sylvie en parlait de son produit Cajutella, c'est comme le Nutella, mais avec de la pâte de cajou, c'est extraordinaire et ça marche du feu de Dieu parce que aussi, il y a ce côté-là, je surfe sur un produit qui a le vent en poupe et qui a un grand capital marque et sympathie marque pour aller aussi positionner, moi, mon produit local. Et je reviens sur Chef Suzanne parce que on parle beaucoup en fait de cela, de comment aujourd'hui on market ce qu'on fait. Et en discutant aussi, tu m'as parlé en fait de beaucoup de choses, notamment en termes d'innovation culinaire. Tu m'as parlé de cocktails d'Artemisia. J'aimerais bien que tu reviennes un peu dessus. Et ça aussi, aujourd'hui, je prends à témoin ce live pour vraiment t'inciter à beaucoup plus publier ça. Parce que moi, à chaque fois que tu m'envoies ces recettes-là, c'est extraordinaire. Et ça contribue énormément, en fait, au changement de comportement. En fait, j'ai voulu faire ce cocktail parce qu'il y a quelques semaines de cela, j'étais moi-même malade. Et je me suis rendue au centre médical de Kermassa et là, on m'a traitée. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, OK, comment je peux rendre hommage à ce centre et en même temps me faire plaisir? J'ai pris toutes ces plantes-là, j'ai fait une infusion et j'ai voulu rendre cette infusion un peu plus après. J'en ai fait un cocktail, tout simplement. Et je fais ça avec beaucoup de plantes, en fait. J'ai dit, bon, comme ça, je peux en manger tous les jours, je peux en boire tous les jours, me faire plaisir et me soigner, tout simplement. Et on peut faire ça avec toutes les plantes, en fait. Oui, toutes les plantes. Et moi, je suis même des fois étonnée de certaines associations que tu fais. Je ne me rappelle plus l'autre, c'était quoi? Je crois que c'était quoi? C'était du fondé? Non. Oui, du fondé avec de l'avocat. J'ai pris du fondé, en fait. Il faut dire que ma fille est prof de sport et je m'inquiète beaucoup pour elle, pour qu'elle mange comme il faut, parce qu'elle fait 10-12 heures de sport par jour. Donc, du coup, je me suis levée, j'ai dit, bon, OK, aujourd'hui, j'ai fait le lard d'hier. J'ai pris 2 cuillères, j'ai mis de l'avocat, j'ai mis du citron, j'ai l'arbre de moringa, j'ai pris les fleurs parce qu'elles sont très jolies. J'ai rajouté du citron, j'ai mixé le tout, je lui ai donné. Et c'était bon. C'était très bon. C'est du fondé avec de l'avocat. Et oui, et en fait, c'est vrai que du coup, quand on le ramène, comme tu dis, en fait, à la matière première, c'est du fondé et de l'avocat. Mais quand on va plus le présenter, parce que peut-être je mettrai en commentaire après les photos du rendu, c'est extrêmement joli. On ne va pas se dire, en fait, c'est du fondé et de l'avocat. Et je pense qu'en fait, la couleur du fondé n'est pas jolie. Alors, il faut y rajouter un fond très coloré. C'est ça. Mais le rendu est très, très beau et je pense que ça aide beaucoup en fait à engager beaucoup plus le consommateur sur ce type de produit. J'aimerais qu'on revienne un peu sur le corona pour savoir effectivement, est-ce que cette crise aujourd'hui, qu'est-ce que ça a, quel impact en fait ça a chez vous, notamment en termes de même d'offres de valeur en fait, ce que vous proposez à vos clients, est-ce que ça a changé quelque chose chez vous? Moi, personnellement, ça n'a pas changé beaucoup chez moi parce que je faisais ça déjà pour moi-même, pour ma propre maladie, en fait. Oui. Et là, je me suis dit, heureusement que je fais ça. Et ça peut aider tout le monde, tous les Sénégalais, de privilégier cette façon de consommer nos produits. Parce que c'est ici que nous avons le plus de l'Afrique de l'Ouest, que nous avons le plus de drépanocytaires. Et ces immunodéficients-là sont en danger face à ce corona. Ah, tout à Le fait. seul moyen de garder notre santé, c'est l'immunité. Oui. C'est le seul moyen. De se soigner à travers l'alimentation. Tout à fait. Et donc, je conseille ça aux gens, surtout. Moi, c'est ma façon, en tout cas, de me soigner et de soigner mes enfants. Tout à fait. Okay. Moi, je pense qu'en fait, je pense que le corona, comme on dit, c'était un choc pour tout le monde, d'accord, que ce soit là. On espère que ça va partir rapidement. Mais ça fait, en fait, moi, pour mon cas, je veux dire, lorsque je vois mes clients, les clients qui étaient habitués à venir viennent d'habitude,
Mais j'ai un nouveau type de client qui se disent, OK, ah, ça existait, on ne savait pas, voilà. Se pose des questions. Par exemple, si on parle, comme tu disais tout à l'heure, de l'artémisia, j'ai fait la promotion peut-être il y a peut-être un mois de l'artémisia. Bon, les gens me regardaient, j'étais obligée de demander aux gens même de consommer l'artémisia, mais bon, Marie, tout comme d'habitude, elle sort ses nouveaux produits. Voilà. Et tout d'un coup, il suffit qu'un pays parle de l'artémisia. Maintenant, on est en rupture, on n'arrive même plus à en avoir. Et de plus en plus, pas forcément de l'artémisia, mais les gens commencent à regarder nos produits, se disent, OK, franchement, on avait oublié, mais on aimerait bien consommer vos produits parce que tout le monde a peur actuellement. Tout le monde a peur. C'est pas juste le Covid, mais on a d'autres pathologies qui font qu'aujourd'hui, les gens veulent avoir la bonne santé. Donc, ils parlent de santé, vont se retourner forcément vers nos produits. Et on voit l'affluence, les gens commencent à venir se dire, OK, qu'est-ce que je peux prendre maintenant? Voilà. Je pense que c'est un côté, entre guillemets, positif pour, en fait, faire réaliser aux gens, aux Sénégalais, lambda, qu'il faut consommer nos produits. Voilà. Mais toi, en tant que entrepreneur, est-ce que ça a modifié quelque chose en fait dans ta manière d'apporter des produits sur le marché et dans ta manière en tout cas d'innover? Moi, je pense que comme tu me connais, j'aime innover. Je n'ai pas attendu en fait le corona pour innover. Donc, du coup, ça fait quand même quelques années que je suis là-dessus. Et à chaque fois, j'essaie d'innover en fonction de mes produits. Donc, ça ne va pas forcément changer sur ce point-là parce que j'innove tout le temps. Mais et forcément, je cherche aujourd'hui, jusqu'à présent, à trouver des produits adaptés à nos consommateurs. Si, par exemple, un produit comme l'artémisia qui est amer, pourquoi ne pas l'associer, comme disait Chef Suzanne, avec d'autres produits pour au moins le rendre plus agréable, des choses comme ça. Donc, on innove en fonction de ce qu'on a, mais nous, on n'a pas attendu le corona pour innover. Voilà. Hadi? Oui, alors chez nous, chez BeWell, ce qui s'est passé, c'est que on a toujours eu un mix un petit peu produits importés, produits locaux. L'idée étant d'offrir aux consommateurs ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait déjà des locavores depuis toujours et il y a des gens qui sont très intéressés par autre chose, des graines de chia, par exemple, dont on sait aussi qu'elles ont certaines vertus. Donc, on a toujours essayé d'avoir un petit peu le mix entre l'importé et le local. Ce qui s'est passé avec le coronavirus, c'est qu'effectivement, à cause des difficultés d'approvisionnement qu'on connaît tous en produits importés, on a peut-être un peu plus poussé les produits locaux. Et on a peut-être un peu plus innové. Par exemple, on vendait du fonio déjà en tant que grain. Mais là, il y a eu l'arrivée du Ramadan, mais il y a eu aussi ça, parce que aussi on était toujours en recherche d'innover et d'apporter des produits diversifiés. On a commencé à commercialiser maintenant le fonio sous forme de arao et bientôt on espère pouvoir le commercialiser sous forme de farine. Je prends par exemple le maïs. C'était pas un produit qu'on commercialisait. Maintenant, on le commercialise sous forme de couscous et de arao. Donc, ça nous a poussé un peu mieux diversifier notre offre de produits locaux et à pousser. Et je peux dire qu'actuellement, du fait que les gens savent que, par exemple, le bouilli, le moringa vont agir sur leur immunité, c'est des produits qui se sont vraiment envolés. C'est-à-dire qu'avant, les gens nous demandaient un sachet. Maintenant, c'est je veux 2 kilos, 3 kilos de bouillie. Là, j'ai dit, bon, d'accord, mais attention, parce que là, on a pu avoir un peu de stock in extremis, là, mais je ne vais pas vendre à une seule personne les 3 kilos de bouillie. Donc, il y a une forte demande, en fait, sur certains produits. Et comme disait Marietou, pour certains business, c'est dommage un peu de le dire, mais c'est presque une opportunité. Oui. De pouvoir vendre comme ça. Les gens achètent beaucoup en ligne. Les livreurs, je pense que ça va être leur année parce que véritablement, tous les achats se font comme ça par livraison. Et donc, ça s'est pas mal dynamisé. Nous, on a dû un petit peu essayer de voir des systèmes alternatifs, je vais dire, pour pouvoir continuer quand même à recevoir un peu d'approvisionnement en produits locaux. Mais j'avoue que on a maintenant peut-être un meilleur rééquilibrage entre les produits importés et les produits locaux qu'on commercialisait, alors que c'était au début assez en faveur des produits importés. Oui, tout à fait. Après, on n'est pas non plus dans une dynamique où on dit que tout ce qui vient de l'étranger est mauvais. C'est juste en fait de se dire,
à valeur, on va dire, nutritionnelle égale, on va donner cette préférence nationale. Mais effectivement, le monde est plein de choses extraordinaires aussi qu'on peut aller puiser. Mais effectivement, toi, comme tu dis, ça a permis peut-être d'inverser la balance, de proposer un peu plus de produits locaux et une proportion un peu plus diminuée en fait de produits importés. Et donc, j'en viens un peu à cette conclusion-là pour savoir justement, maintenant qu'on a vu un peu qu'est-ce qui constitue les freins et en fait, essayer de comprendre ce consommateur-là et quelles sont ses problématiques. Comment vous, aujourd'hui, en fait, vous pensez qu'on peut faire germer une communauté de locavores beaucoup plus importante? Et comment chacune d'entre vous essaie de mettre ça en œuvre? Moi, je pense que par rapport à ça, bon, c'est bon. Allez-y, allez-y. Oui, non, je vous laisse parler, c'est bon? Non, non, non. Okay. Donc, je disais, par rapport à ça, en fait, il faudrait qu'il y ait des synergies. Comme bon, là, ce live-là, en fait, ça me permet de réfléchir sur pas mal de choses. Pourquoi ne pas, en fait, s'associer avec le producteur, la personne qui transforme et la personne qui commercialise, voir, en fait, des synergies aujourd'hui pour rendre, comme on me disait tout à l'heure, le produit plus accessible, plus facile. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, si on arrive à faire ça, moi, si par exemple, j'ai un produit que je peux donner au chef, à Madame Suzanne, et de me sortir des recettes, et que nous, on poste sur nos réseaux, sur notre communauté, ça va permettre aujourd'hui à dire, tiens, le produit Détonature, le fonio peut être transformé comme ça. En plus de sel, ça donne ça dans mon assiette. Voilà. Voilà, je pense que l'idée, c'est ça, et de trouver une organisation derrière, parce qu'en fait, tout le monde fait pas mal de bonnes choses, mais de voir comment on peut s'associer, d'en discuter comme ça, et de voir les points de corrélation entre nous pour travailler vers ces produits-là. Et sachant qu'actuellement, je pense que c'est le moment idéal, parce que tout le monde, comme disait Hadi, tout le monde se retourne vers le naturel. On le voit maintenant avec nos clients. Et pourquoi ne pas en profiter, leur dire, OK, on vous propose des produits, mais derrière, on vous propose des recettes, on va vous proposer quelque chose qui va vous faire que vous allez consommer, même après le corona, vous allez continuer de consommer ces produits-là. Oui, tout à fait. Un vrai travail de synergie, d'avoir en fait un produit et tout nature avec une fiche, comment dire, de conseil nutrition de Bewell et à la fin une fiche comment dire, de recettes. Effectivement, il y a il y a beaucoup de synergie à créer puisqu'on parle effectivement de chaîne de valeur parce que un produit qui est pas bien valorisé du point de vue de marketing n'arrive pas dans l'assiette en fait, ou peut-être Tata Suzanne va donner en fait ses conseils. Donc, Suzanne, tu voulais dire par rapport à ça? Je voulais dire, de toute façon, seul dans notre coin, on ne s'en sortira pas. C'est ensemble que nous pourrons nous en sortir face à cette pandémie. De toute façon, je pense que ce virus n'est pas arrivé par hasard. C'est pour nous rappeler qu'on doit travailler ensemble, qu'on doit être solidaire. Parce que seul, on n'est rien. Tout simplement. Et donc, en termes d'accompagnement aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes, Suzanne, par exemple, toi, en termes de conseils et d'accompagnement pour les personnes qui veulent aller vers un peu plus ce genre de mode de vie et de consommation? C'est surtout se renseigner sur les qualités nutritives de chaque élément. Et oser aussi consommer, oser tester, oser changer sa façon de se nourrir. Enfin, conseiller surtout aux femmes. Moi, je m'adresse souvent aux femmes parce que la femme est le pilier. Si on change la façon de penser d'une femme dans un foyer, on change la maison, on change le village et on change la nation, tout simplement. Et tout à l'heure, tu parlais de changer le mari et des enfants aussi. C'est le plus difficile, le mari. Souvent, le mari, il me dit, moi, le mien, j'adore travailler le niébé. De temps en temps, il me dit, il y en a marre de ton niébé aujourd'hui. Mais pour les enfants, ça se passe bien parce que finalement, on leur crée une culture culinaire unique en fait. En leur proposant... En fait, moi, avec mes enfants, j'ai commencé depuis qu'ils sont bébés, depuis qu'ils sont tout petits, surtout pour nous, les immigrés, moi, parce que j'ai habité une bonne partie de ma vie en Belgique. C'était une manière de m'accrocher à ma culture, en fait, à mes origines.
Et de fil en aiguille, bon, j'ai adopté cette mode de fonctionnement et avec l'aide de mon médecin, en fait, qui me disait, Oui. voilà, quand elle me donnait des conseils alimentaires, souvent c'était à base des produits qu'on trouvait là-bas. Et des fois, ça me heurtait. Et j'ai commencé moi-même mes recherches. Et voilà, je me suis dit, bon, voilà, nos produits, ça vaut la peine d'apprendre à mes enfants à les consommer. Et maintenant qu'on vit au Sénégal, c'est plus simple pour moi. C'est plus simple. Et juste une dernière chose, parce que je trouve que c'est intéressant. Tu me parlais aussi de la manière dont dans ta cuisine, tu détournes beaucoup de produits, par exemple, parce que, par exemple, comment elle s'appelle? L'aubergine, c'est un légume un peu, voilà, c'est qui tout double, en fait. Les gens aiment ou détestent. Et toi, tu me disais que tu utilises ça pour épaissir des sauces. À la place de la farine. Voilà. J'utilise ça pour mes sauces, j'utilise ça pour la mayonnaise. Par exemple, quand je fais une mayonnaise, au lieu d'utiliser des œufs, j'utilise l'aubergine, en fait. Donc, ça c'est très intéressant. Et je trouve que justement, en termes de conseils, il y a vraiment une belle opportunité à développer justement tout ce volet conseil culinaire de comment aujourd'hui, une fois que j'ai le produit Détour Nature avec le conseil nutritionnel de Be Well et ces produits, comment j'arrive à le mettre dans mon assiette et avoir envie de le manger. En fait, moi, c'est un challenge souvent de dérouter le consommateur. Avec le moelleux au niébé, c'est ça, moelleux au chocolat. On innove, ouais. C'est comme ça qu'on innove. Oui, c'est ça. Alors, oui, Dehadi? Ce marketing-là dont on parlait tout à l'heure, je parlais de marketing nutritionnel, je vais maintenant l'appeler marketing gastronomique et nutritionnel. Je pense que ça pourrait être vraiment une des clés du succès de la valorisation des produits locaux. On peut travailler en amont de la chaîne de valeur avec ces groupements de femmes. Ça, c'est déjà pour les aider à améliorer la qualité de leurs produits. Chef Suzanne disait, moi, je préfère acheter ma matière brute parce que je n'ai pas confiance. Quand on les forme, il y a pas mal de programmes souvent d'appui dont elles bénéficient qui leur permettent vraiment de développer la qualité de leurs produits. Ça, c'est déjà en amont. Ensuite, en aval, c'est les aider à trouver des créneaux de transformation. Aujourd'hui, on sait que même si, par exemple, des populations sont très accrochées à tout ce qui est pâtes, type genre spaghetti, on peut leur apprendre à les faire à base de tubercules, à base de plein d'autres choses. Une fois qu'elles ont leur bâton et qu'elles le passent à travers la petite machine pour découper les pâtes, on peut faire ça à base de beaucoup de choses, du manioc notamment. Et je pense que donc il y a ce volet amont-aval, mais après, c'est véritablement dans le fait d'enseigner aux populations, de les éduquer à l'alimentation, de les éduquer aux valeurs nutritionnelles des aliments que l'on trouve autour de nous, qui sont suffisamment riches et qu'on n'a pas forcément besoin d'aller chercher autre chose. Et après, derrière, il faut l'aide de personnes comme Chef Suzanne pour vraiment valoriser ces produits, montrer des modes alternatifs de consommation. Voilà, que le fognon, on ne va pas le préparer uniquement en couscous, qu'on peut aussi le consommer même en grains, en bouillie, qu'on peut l'intégrer à des pâtisseries, qu'on peut faire vraiment un certain nombre de choses assez impressionnantes. Il y a le chef Pierre Thiam, qui est un baron du fognon, si je peux l'appeler comme ça, qui fait vraiment aussi des recettes très, très inspirantes que j'ai à reprendre parfois. Et en mélangeant, par exemple, en faisant un bowl de fognon dans lequel on retrouvait du potiron. Et l'association était extrêmement surprenante avec un vinaigre balsamique et tout. C'était juste extraordinaire. Et on n'aurait pas forcément pensé faire ça. Donc, je pense qu'il faut proposer aux gens des modes alternatifs de préparation de ces produits-là pour les inciter à la curiosité. C'est une fois qu'ils auront goûté, qu'ils ont été curieux, qu'une fois qu'ils seront séduits, que l'acte d'achat va pouvoir se renouveler et qu'après, on puisse avoir finalement un client qui est vraiment stable et qui va peut-être commencer à délaisser progressivement un produit importé qu'il avait l'habitude de consommer pour maintenant vraiment s'installer dans le local.
Oui, tout à fait, parce que c'est vraiment un très long processus parce qu'en fait, il faut déséduquer en fait pour rééduquer en fait finalement. Et pour les adultes, c'est très compliqué. Pour les enfants, peut-être un peu moins parce que si on leur donne une culture culinaire dans ce sens dès le départ, peut-être ils grandissent avec, c'est plus simple. Mais je pense qu'aussi il y a aussi toute la partie aussi sensibilisation où il faut intégrer, je pense, un peu plus d'acteurs. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment, il faut aller chercher des personnes. Moi, je vois, par exemple, Hadi, tu as Rugi qui est ton ambassadrice et vraiment qui à chaque fois qu'elle fait des recettes, les publie et ça incite la curiosité en fait des autres et de fil en aiguille en fait parce qu'on aime bien en fait se rapprocher de personnes qu'on apprécie par leur mode de vie, etc. On aime aussi être dans le mimétisme. Et ça, pour le coup, en fait, c'est du bon mimétisme de montrer en fait ce genre d'exemple. Donc, il y a ça, il y a le consommateur qui peut être un ambassadeur, mais il y a aussi tous les influenceurs, les personnalités publiques, que je pense qu'aussi, il y a lieu d'aller travailler parce qu'on a aussi un commentaire, et c'est vrai, hein, aujourd'hui, même si on est beaucoup d'acteurs aujourd'hui à travailler sur cette sensibilisation du consommé local, sans force en fait politique forte, sans des politiques fortes, c'est très compliqué. Hein? C'est absolument compliqué. Et moi, je disais toujours que si un jour j'ai l'occasion de rencontrer le ministre de l'Éducation nationale, j'insisterai pour qu'on intègre l'éducation à l'alimentation dans les modules d'enseignement, au même titre que le français, l'anglais et les mathématiques. Ça me paraît fondamental. Un adulte qui ne sait pas se nourrir, c'est un risque pour sa propre santé et pour la santé de sa famille, surtout quand il s'agit d'une femme, puisque ce sont les femmes qui sont les piliers, les caregivers dans les foyers, c'est elles qui font les courses, c'est elles qui s'occupent. Si elles ne font pas la cuisine directement, c'est elles qui vont s'occuper du menu et souvent, c'est elles-mêmes qui vont s'occuper de la cuisine de manière directe ou sous-traiter à une cuisinière. C'est absolument important que les gens, on puisse les éduquer à cela. Et je pense que ça commence dès le plus jeune âge. Chef Suzanne disait qu'elle commence ça avec ses enfants. Quand vous commencez avec un enfant, au moment, par exemple, de la diversification alimentaire, quand on passe du lait à partir de 6-7 mois et qu'on commence à intégrer les bouillies, mais ne lui donnons pas certains produits à base de farine de blé. Donnons-lui des produits à base de farine de mil, à base de farine de fonio. On éduque comme ça le palais de l'enfant. On éduque ses références culinaires. Et voilà, donnons-lui déjà de l'aubergine. Ne commençons pas par les produits sucrés parce qu'après, il va rejeter les légumes. Commençons par les légumes, commençons par ces céréales-là. On commence par le fonio, le mil, qui sont des céréales sans gluten. Déjà, on ne va pas tout de suite commencer à provoquer certaines maladies chez lui. Donc, on va lui laisser au moins le temps que son système immunitaire, son système digestif, etc., soit mieux construit avant de lui donner peut-être à manger des aliments un peu plus compliqués, qui n'existent en plus pas dans son rayon géographique. Moi, je suis convaincue qu'on est à un endroit, pas par hasard. C'est-à-dire que si Dieu a dit que je suis née et j'ai grandi au Sénégal, c'est parce que ce qui se trouve autour de moi, c'est les huiles qu'on extrait des graines autour de moi qui vont aller mieux à ma peau. C'est le karité qui sera meilleur pour ma peau. C'est le bouilli, le moringa, le dougoub, etc. qui sont autour de moi. Plutôt que j'aille chercher quelque chose de totalement exotique, parfois on ne sait même pas comment on réagit à ces produits-là. On s'expose à des risques d'allergie ou des choses comme ça parce qu'on a voulu être un peu téméraire. Donc, c'est vraiment de revenir vers ça. Donc, moi, je pense que ça, c'est des aspects hyper importants. Nous, on a voulu, pour aller chercher un peu les consommateurs pour leur éducation, on a développé une offre corporate maintenant, c'est-à-dire qu'on va en entreprise, on fait des séances de sensibilisation et de formation. De manière globale, hein, une nutrition, alimentation, et c'est là maintenant qu'on accompagne ça d'ateliers culinaires et où on vient apporter justement des produits locaux et où on leur montre, par exemple, voilà ce que vous pouvez faire avec telle céréale. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les bouillons, par exemple, si vous n'avez pas envie de les utiliser. Voilà le type d'épices que vous pouvez utiliser, qui sont disponibles localement et avec lesquels vous préparez. Mais à la fin, c'est quoi? Mais Affairbi, c'est tellement nerf. Moi, il n'y a même pas eu je ne citerai pas une marque de bouillon, hein, et pourtant, c'était vraiment très bon. Je dis oui, c'est totalement possible de préparer sans et pourtant avoir des plats totalement goûteux. Moi, chef Suzanne, il faut que je vienne faire un stage chez toi pour vraiment apprendre avant d'aller revulgariser ça ailleurs. Ou alors, dans un cadre de partenariat, je pense qu'il y a des choses à faire là.
Tout à Ouais. fait. Seynabou, je voulais juste compléter avec Hadi, parce que moi, il m'est arrivé plus d'une fois d'avoir des clients, des hommes qui viennent me voir en me disant, OK, moi, j'aimerais bien consommer des produits locaux, mais ma femme ne sait pas, ne sait pas cuisiner ses produits. Ma femme cuisine avec des bouillons et moi, j'aimerais bien que ma femme cuisine sans bouillon. Donc, comme ce qu'elle vient de dire, Hadi, c'est important aujourd'hui. Comment on peut, dès le bas âge, éduquer nos jeunes à consommer nos produits. Et même si je sais que bon, il y a pas mal de femmes qui ont dépassé ce stade-là, mais il y a des écoles de formation pour ça. Moi, je connais une école de formation qui te forme aujourd'hui des cours de week-end, voilà, qui te, à cuisiner avec nos produits locaux, sans bouillon, voilà. C'est important de regarder tous ces aspects-là parce qu'il y a nos hommes aussi, il y en a qui veulent consommer nos produits, mais ne savent pas comment faire. Non, non, tout à fait. On ne sait pas comment faire, on n'a pas l'inspiration ou on ne trouve pas le produit adapté en fait à notre mode de vie. Moi, je suis fan en fait je ne sais plus c'est quelle coopérative de femmes qui fait ça. C'est le sachet prêt à l'emploi d'une gourmane là. En fait, tout est mélangé dedans. Il y a juste on cuit la viande, on rajoute la poudre et c'est presque cuit au bout de 30 minutes. Parce que oui, effectivement, on n'a plus les modes de vie parce qu'il y a ça aussi, hein. On a gardé en fait en mémoire que tous les produits, tous les mets, les plats à base de produits locaux, il faut le commencer la veille parce qu'il faut faire le bouillon, le machin. C'était long, c'est fastidieux, etc. Et qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail de dépoussiérage, aussi bien dans la manière d'amener en fait les produits au consommateur et aussi de les amener dans son assiette. Moi, quand j'ai commencé cette révolution, mon mari avait piqué, par exemple, de mon fils. Il me dit, mais arrête de martyriser cet enfant. Alors que lui, non, il était heureux parce que c'est tout ce qu'il connaissait. Il connaissait, mais le papa en avait piqué. Oui, oui. Et aujourd'hui, justement, tu en parlais, Hadi, en fait, en termes de synergie. Je pense qu'aussi, une des solutions, ça pourrait être ça, en fait, de voir, vous, comment les acteurs vont travailler sur, par exemple, ça peut être des stages, hein, ça peut être un stage dans la maison d'hôte de Tata Suzanne, où, en fait, vous amenez vos produits, vous amenez votre expertise sur la nutrition, et les femmes et les enfants vont venir, en fait, participer à ce stage-là et repartir, en fait, avec tout un suivi, peut-être des programmes de suivi qui vont faire qu'en fait, elles vont être engagées. Parce que souvent aussi, il y a ça, hein, on a envie de faire, bon, on va le faire pendant 1-2 semaines et après, on lâche l'affaire parce qu'on n'est pas arrivé jusqu'au bout, en fait, du processus parce qu'il faut transformer sa façon, en fait, d'aller faire les courses, ne serait-ce qu'en fait, dans sa liste de courses, la manière, en fait, de prévoir les menus dans la famille, ça change drastiquement, en fait, tout. Ça change tout en termes d'organisation. Si le petit déjeuner était à base de pain, comment maintenant on s'organise pour qu'il y ait du lard, du machin, des smoothies à base de céréales locales sur la table du petit déjeuner le matin et que tout le monde en fait continue à avoir garde en tout cas le minimum de repères. C'est une éducation, donc c'est un processus. Ça veut dire que ça prend un peu de temps. C'est pas demain que le Sénégalais va laisser tomber sa baguette de pain classique pour migrer à du pain de maïs ou à du pain de mil. Il va falloir le faire. Je salue d'ailleurs nos amis de chez Mille Maïs qui font un travail formidable depuis des années et qui se battent, mais comme des fous en fait, comme s'ils étaient en fait dans un désert, mais ils sont toujours là et je suis vraiment admirative de leur abnégation. Qui font du pain de Nadjo, du pain de Dictar, et c'est excellent. C'est excellent. Ouais, je les salue au passage. Elle a des pains vraiment, vraiment extraordinaires et c'est vrai que ça vaut le détour. Vraiment, c'est quelque chose à tester. Et je pense que c'est ça, ça va arriver tout doucement. Il faut qu'on continue à pousser, il faut qu'on continue à communiquer. Ça peut démarrer, comme tu le disais tout à l'heure, par des petits stages, par des émissions culinaires, des choses comme ça, où voilà, les gens vont commencer à s'y intéresser, ils vont essayer une fois, peut-être que l'expérience va être réussie et qu'ils auront envie de la réitérer une autre fois. Après, je pense que aussi au niveau national, là, peut-être qu'il faut interpeller les acteurs étatiques. Ce sera pour moi de créer des journées nationales, journée du fonio, journée du mil, journée du maïs, prendre une céréale et la mettre à l'honneur,
avec des expositions, des conférences, des nutritionnistes peuvent venir parler, des distributeurs peuvent venir en parler, les agriculteurs peuvent venir en parler. Voilà, sur plusieurs angles, vraiment sur l'intégralité de la chaîne de valeur, de manière vraiment à les promouvoir. Parce que ça fait des années, c'est vrai, au Sénégal, qu'on entend promotion du consommé local, promotion des céréales locales. Oui. Moi, je serais curieuse de voir 10 ans, 20 ans après, le bilan, où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça a vraiment changé? Donc, ça veut dire que si on poursuit l'innovation et si on poursuit le fait d'apporter des produits de plus en plus à valeur ajoutée, de plus en plus pratiques pour le consommateur moderne que nous sommes, là, je pense qu'il y a une clé pour vraiment inciter à la consommation. Et accessible aussi, je rajoute pour compléter, voilà, accessible de manière qu'en fait, tu l'es au même titre que tous les autres produits dans un rayon de Auchan ou de Carrefour, etc. En termes de prix, mais en termes de lieu d'achat et aussi en termes d'emballage. Et là, je pense que s'il y a un accent vraiment à porter là-dessus, sur la présentation. On va prendre un produit, parfois importer un produit local. Le produit importé sera tellement bien présenté, tellement beau, le marketing aura été tellement bien fait qu'on aura peut-être plus envie d'aller le tester lui. Donc, je pense qu'aussi, à ce niveau-là, il y a quelque chose à faire. On le connaît, ce problème d'accès aussi aux emballages de qualité. Quand on est un jeune entrepreneur, qu'on a des petits volumes, on le sait tous. Je pense que Marietou, peut-être Marietou s'en sort mieux parce que voilà, maintenant, elle n'est plus jeune entrepreneur. Elle a investi aussi sur de l'équipement. Ça reste un problème, et alors que c'est aussi pour moi une des solutions. Tout à fait. Lorsqu'on me parle d'emballage, j'ai bien envie d'en parler parce qu'à chaque fois, le problème, c'est ça. Le problème majeur, en fait, de nos produits, c'est l'emballage. On n'a pas de produits attractifs à l'achat. Et l'emballage, c'est un gros problème. Et que ce soit qu'on ait petite entreprise ou moyenne ou grande, le problème, c'est parce qu'il n'y a pas d'acteurs qui sont dans l'emballage au Sénégal. On est obligé d'importer des emballages. Et si on est petit, on ne peut pas importer parce que l'emballage s'importe, lorsqu'on l'importe, c'est en grande quantité. Et c'est très difficile pour une petite entreprise de vouloir faire ça. Et je pense qu'il faudrait travailler sur ça, même au niveau étatique, de voir aujourd'hui comment on arrive à avoir ces emballages parce que moi, à chaque fois, je vais dans des foires super internationales, je suis peut-être en face du Maroc, à chaque fois, je vois leurs produits, je dis waouh, 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 waouh. Et alors que, voilà, nous aussi, on a nos produits, quoi. La dernière fois, je suis allée au Maroc, j'avais acheté des emballages, par exemple, l'huile de baobab, j'ai changé l'emballage. Et aujourd'hui, les Marocains me disent waouh. Ça veut dire qu'en fait, c'est juste en fait faire des efforts. Ouais. Et c'est difficile lorsqu'on démarre. C'est difficile lorsqu'on démarre, mais il faut qu'on travaille sur l'industrie de l'emballage au Sénégal, qu'on ait des industries locales, ou même si on arrive à importer des entreprises qui importent. Par exemple, sur la partie cosmétique, on importe franchement des emballages cosmétiques. Alimentaire, il y a quand même des améliorations maintenant, mais plus faire l'effort pour au moins rendre nos produits accessibles, que ce soit sur le plan national qu'international, parce qu'international, on a une compétition féroce, donc c'est à nous de voir comment le fognon de chez nous, ou bien le baobab qui est très, très demandé à l'international. Par exemple, moi, lorsque je fais des foires sur le plan international, je ne reviens pas avec la poudre de baobab, qui est tellement très connue à l'étranger. Et pourquoi aujourd'hui, nous, au Sénégal, bon, timidement, les gens commencent à l'utiliser. Essayez de voir côté emballage, côté sensibilisation, comme on venait de dire, avec des plats, des produits adaptés pour leur montrer, OK, par exemple, la poudre de baobab, le gala qui vient de finir dernièrement, c'est vite fait, on fait notre gala avec la poudre de baobab sans se fatiguer, alors qu'avant, il fallait vraiment prendre du temps pour le faire. Donc, franchement, trouver des solutions, ça c'est le mot de la fin pour moi, c'est vraiment trouver des solutions adaptées, et je pense qu'on a tout, on a tout aussi ici hein, pour trouver des solutions par rapport à ça. Tout à fait. Suzanne, je te laisse dire aussi ton mot de la fin. Je pense, comme elle l'a dit, hein, on a tous des problèmes. Par exemple, moi, pour mon cas, c'est avec les bocaux. Et c'est à cause de ce problème-là que les produits coûtent cher, en fait. La matière première en elle-même n'est pas très chère, mais trouver les bocaux, c'est la croix et la bannière. Et avoir des produits constants, en fait, le même emballage tout le temps, c'est quasi impossible ici. Et c'est justement en faisant des recherches que je me suis rendu compte que la matière première pour faire des bocaux vient d'ici, c'est notre sable.
Ah oui, encore un autre débat. Voilà, donc notre sable est exporté pour faire des bocaux et nous est revendu à 500 fois plus cher. Oui. Ouais, c'est aberrant. C'est aberrant. Donc oui, Hadi, je ne sais pas si tu as un mot de la fin. Mais ce que je voudrais juste dire, c'est que voilà, je rejoins totalement Marietou et Chef Suzanne sur le fait que tout est là, l'expertise est là, la connaissance, elle est là, les produits, en tout cas de base, ils sont là. Voilà, et les cerveaux sont là, quoi. Donc, ça veut dire que ça ne tient qu'à nous. L'épidémie, la pandémie de coronavirus, peut-être aura eu ça de bon de nous avoir voilà, titillé un petit peu de ce côté-là. J'ai vu des gels hydroalcooliques qui ont été fabriqués localement. Je dis, mais donc on a attendu qu'il y en ait en rupture pour qu'on sache qu'on savait le faire depuis. D'accord. Donc, je pense que pour tous les produits, c'est ça. Ça nous a vraiment recentré sur l'essentiel et ça nous a montré que plus on était dépendant, évidemment, des produits importés, plus ça serait compliqué pour nous. Je pense que ça a créé une espèce de prise de conscience globale qu'il fallait stimuler encore plus le consommer local. Je pense que les acteurs sont là. Les synergies, les partenariats, je pense effectivement, seront vraiment la clé de la réussite et de la manière la plus simple et la plus efficace pour apporter des produits à valeur ajoutée aux consommateurs. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un a un dernier mot avant que je clôture. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité de m'avoir donné l'occasion de parler de ces produits, des produits locaux. Je pensais être la seule à le faire, à m'inquiéter de cela, mais bon, non, mais c'est toujours ça le problème et c'est pour ça qu'il est bon en fait de se parler entre nous parce qu'on peut souvent croire qu'en fait on est seul dans son coin et finalement en fait on peut se retrouver avec une somme d'acteurs, d'individus en fait qui font des choses et en additionnant on peut vraiment peut-être faire bouger les choses et je pense que bon on a compris que la prochaine retraite des entrepreneurs ce sera là-bas, c'est chez Suzanne donc ça c'est retenu dans un coin de la tête. Moi en tout cas moi me concernant aujourd'hui je vais prendre le mot de la fin en fait du point de vue du consommateur parce que personnellement en fait j'ai en fait vraiment l'envie est là et c'est pas récent, c'est pas dû au corona, c'est depuis un certain nombre d'années qu'il y a en fait ce questionnement de est-ce que je peux manger mieux, je peux consommer mieux, mais je me suis toujours confrontée en fait à ça, c'était soit en fait je rentrais en fait dans un mode d'achat, de circuit et d'expérience en fait consommateur qui ne me plaisait pas et je l'ai toujours dit en fait, c'est toujours le défi que j'ai donné aux entrepreneurs avec qui j'évolue, c'est moi le jour en fait en allant tout simplement à Auchan que de trouver tous ces produits-là en rayon, je serai satisfaite. Pour moi en fait c'est ça l'objectif en tant que consommateur, que tous ces produits soient accessibles, qu'il y ait de l'innovation, qu'on puisse trouver certains produits tout au long de l'année parce qu'on est capable de les surgeler, parce qu'on est capable de les mettre en conserve, même si c'est, voilà, on a une saison pendant un moment et ensuite on a Marietou qui s'est dupliqué dans le... c'est pas grave, de toute façon on est en train de clôturer. Donc pour moi en fait en tant que consommateur c'est ça vraiment l'enjeu en fait. Je reviens encore sur ce commentaire du Niébéflex, voilà, de l'innovation en termes d'agroalimentaire, d'avoir des produits comme ça qui sont simples d'utilisation, qui vont correspondre à mon mode de vie de femme moderne, mais ancrée en fait sur des besoins en fait de consommation locaux, etc. Donc, pour moi, il y a vraiment ce défi-là à relever pour le consommateur. Et aujourd'hui, on a, comme tu disais, Nehadi, une opportunité dans notre malheur, c'est que le corona, en fait, réveille beaucoup plus de conscience et que c'est peut-être, il ne faut pas rater le coche d'attraper la main, en fait, de toutes ces personnes qui sont en réveil de conscience pour les amener, en fait, à être, en fait, dans un mode de consommation beaucoup plus actif. Bon, en tout cas, moi, j'ai été très heureuse, en tout cas, parce que c'est un débat qui peut prendre des jours, des heures, voilà, au moins d'initier cette discussion, de vraiment vous recommander les unes et les autres aux personnes qui nous regardent, pour chacune de vous, pour votre expertise. Et vraiment, je me dis, en fait, quand on a ce réveil de conscience-là, il faut se rapprocher
des personnes qui peuvent nous accompagner. Et on a toujours besoin d'un guide hein, pour quoi que ce soit. Hein. Quand on va à l'université, on a un mentor, on a un chef de maîtrise, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, quand on se décide en fait d'aller dans une révolution dans notre mode de vie, il faut aller chercher aussi des personnes qui nous frayent le chemin et qui nous montrent comment y aller de la manière la plus simple possible. En tout cas, merci beaucoup à toutes. Et j'espère en tout cas à très, très bientôt sur un live où on sera en train de vous présenter des innovations culinaires, agroalimentaires, etc. Merci Seynabou, merci chère Suzanne et Marietou. C'était un plaisir d'avoir partagé ce live avec vous. Okay. À très, très bientôt. Merci Seynabou, merci tout le monde d'être là et à très bientôt, Inch'Allah. Ok, merci. Et merci, à bientôt. Merci beaucoup, bon week-end. Merci. Au revoir.